Donc nous allons commencer la cérémonie, aujourd'hui la journée scientifique. D'abord, je tiens à vous remercier d'abord de votre présence ici, au nom du professeur Kassé, du directeur de l'école, M. Pape Diallo, et du professeur Dominique Plion. Nous vous remercions de votre présence. Donc nous allons commencer la cérémonie. D'abord, je vais passer la parole au professeur Kassé qui va faire le mot d'introduction. Ensuite, le directeur de l'école va faire un autre mot à l'endroit du public et au nom de l'école également. Ensuite, le conférencier Dominique Plion va prendre la parole. Il sera suivi à la suite de l'intervention du professeur Kassé et nous allons ouvrir le débat pour d'amples informations sur la question relative à l'état de lieu de la recherche sur le domaine du marché financier et tout ce qui est en relation avec la finance. Alors, ce qui m'est demandé à moi, c'est précisément de présenter notre collègue Dominique Plion, qui a été d'un apport extrêmement important pour l'ISF. Je crois que le directeur le dira tout à l'heure. Mais le présenter davantage comme étant précisément une des grandes références de la finance, par son cursus d'abord. Évidemment, il est titulaire d'un PhD, il est agrégé de l'université française, il est professeur émérite en sciences économiques et en même temps, il a dirigé un master banque finance et gestion des risques. Il est membre du Centre d'économie de Paris Nord, qui est rattaché au CNRS. Il a été directeur de l'école doctorale Erasme en sciences humaines et sociales. Il est également il a été chargé de mission à la Banque de France, 1974-1983, et au commissariat général du plan. Il a ensuite été consultant auprès de la commission bancaire 95-98 et membre du conseil d'analyse économique rattaché au Premier ministre entre 2001 et 2004. Et il est membre précisément d'une organisation que nous connaissons bien, ATTAC, et il appartient aussi au réseau des économistes atterrés. Donc, un profil technique extrêmement avéré, et la compétence est là, l'expérience aussi, mais également l'homme de gauche. C'est ça ce qui est très important. Il a travaillé avec beaucoup d'autres intellectuels du même acabit. Particulièrement, il a fait une publication avec quelqu'un que nous connaissons très bien, qui est venu à notre DESS à l'époque, notamment Robert Boyer, qui en fait est aujourd'hui l'un des cerveaux majeurs de la régulation. Et en même temps, Mario Daube aussi, qui a beaucoup contribué au rayonnement précisément de notre institution. Alors, je crois donc que nous avons vraiment un collègue qui peut parler avec autorité, qui est une autorité scientifique, notamment dans le domaine des finances. Évidemment, si nous prenons ces derniers ouvrages, Les taux de change en 2010, La monnaie et ses mécanismes en 2018, et surtout le nouveau capitalisme. Moi, j'ai lu à peu près 3 fois ou 2 fois, j'en suis persuadé. Et je lui rappelais également un autre article que j'avais lu qui était un entretien dans Alternative économique qui date maintenant des années 2007-2006, je crois. Donc, je crois que nous avons vraiment un collègue qui est absolument techniquement outillé pour précisément faire le point, en quelque sorte, de la recherche en finance. Alors, je donnerai donc la parole au directeur
évidemment, pour qu'il dise un mot et lui dire en fait, nous sommes toujours honorés qu'il soit parmi nous, parce que chaque fois qu'il est venu, il nous a gratifié de quelques conférences. Au moment où on parlait des balles, il a fait une conférence qui a été retentissante à l'UCAD, évidemment sur BAL 2 et BAL 3. Et je crois qu'aujourd'hui, il renouvelle à peu près la même expérience, avec toujours beaucoup d'abnégation et beaucoup de disponibilité surtout, ce que nous saluons et qui nous va droit au cœur. Alors merci Dominique, et c'est toujours avec un grand plaisir qu'on vous revoit au Sénégal. Donc, en tout cas, c'est une nouvelle occasion pour l'ISF de manifester, en tout cas, toute sa gratitude et sa reconnaissance à l'endroit du professeur Dominique Pullion, qui a été mon professeur, donc au début des années 90 et aussi, donc qui a contribué en tout cas à ma formation, soit dans le domaine académique, aussi pratique, par rapport à ces orientations, parce que l'accès, en tout cas, à la salle de marché du Crédit Lyonnais, donc pendant un certain moment, c'était à cause du professeur. Donc, en tout cas, vraiment, aussi à travers l'ISF depuis 2002, parce que si nous avons eu des personnes de référence qui sont venues ici à l'ISF, c'est par le biais, par exemple, du professeur Dominique Pullion, tel que le professeur Jean Matisse, Marie-Dove, Jean-Laurent Viviani, qui est aujourd'hui à Tokyo, à l'université de Tokyo, en tout cas qui renouvelle aussi ses relations avec l'ISF à partir de l'année prochaine, Inch'Allah. Donc voilà. Donc aujourd'hui, par rapport à ce mini-séminaire sur la recherche, donc dans le domaine de la finance, cela veut dire qu'aujourd'hui, simplement, nous essayons de voir les nouveaux domaines, en tout cas qui sont développés, en tout cas qui commencent à émerger dans le champ de la finance, tels que la finance numérique, la finance verte et la finance solidaire. Au-delà en tout cas de la recherche classique dans les anciens domaines de la finance conventionnelle, aujourd'hui, il y a une certaine émergence, une extension du champ de la finance. Et aujourd'hui, en tout cas, l'ISF, par rapport à son positionnement dans ce domaine de l'enseignement de la finance et de la recherche, nous avons commencé à développer, en tout cas, la recherche et nous souhaitons, en tout cas, orienter cette recherche vers, en tout cas, ces nouveaux domaines. Donc, au-delà des domaines classiques. Donc, nous avons profité de l'occasion que le professeur Dominique Pullion soit là à l'ISF dans le cadre de ses activités académiques depuis 2002. Donc, qu'il puisse, en tout cas par rapport à son niveau, son expérience, ses recherches, faire bénéficier en tout cas des doctorants, des docteurs, des enseignants, que ça soit un cadre d'échange, okay, de partage. Parce qu'il faudrait dépasser maintenant à subir, parce que jusqu'à présent, nous subissons, mais aujourd'hui, il faut, en tout cas, anticiper par rapport à ces nouvelles orientations de la recherche. Donc, dès à présent, que des axes nouveaux puissent être développés en synergie avec les enseignants qui sont à l'ISF, en synergie avec nos partenaires au niveau de l'Université Paris 13, en synergie aussi avec d'autres enseignants qui sont un peu partout, en tout cas qui sont en relation avec l'ISF. Je pense que la dynamique déjà est créée, on essaie de maintenir cette dynamique. Donc, on l'a déjà avec le monde professionnel, parce que chaque mois, nous organisons des petits déjeuners d'échange avec le monde professionnel, les banques, les entreprises. Donc, il y a maintenant, chaque trimestre aussi, il y aura en tout cas une journée scientifique qui est organisée, en tout cas avec les professeurs, les enseignants. Et il y a le professeur Fall, en tout cas, qui a donné son accord, en tout cas aussi, qui viendra s'adjoindre au niveau du COPS, qui est dirigé par le professeur Cassé,
en tout cas pour développer vraiment la recherche, quoi. Et on va profiter de l'expérience, en tout cas de partage avec nos différents enseignants, en tout cas pour maintenir cette dynamique au niveau de l'ISF, parce que c'est une dimension, c'est une option fondamentale aujourd'hui par rapport à notre stratégie. Donc on dépasse aujourd'hui les formations classiques, on se lance dans une nouvelle, on a retenu de nouvelles options, donc dans la recherche et la publication. Voilà, c'est pourquoi nous avons invité le professeur Dominique Pillon à introduire, mais aussi à partager avec vous, dans le cadre de ces échanges, à introduire le thème, c'est-à-dire sur l'état des lieux de l'évolution de la recherche dans le domaine bancaire et financier. Voilà, je vous remercie. La question qui est posée ce matin, c'est plutôt sur la question de la recherche, de son évolution, de son avenir. Alors, je ne prétends pas avoir une vision exhaustive et totale et globale de la recherche en économie financière, parce qu'il se passe énormément de choses. Je vais essayer d'évoquer devant vous certaines pistes, certains éléments qui me paraissent aujourd'hui intéressants et importants dans la période actuelle, tant pour les chercheurs qui sont ici dans la région, dans ce pays et dans la région, que les chercheurs qui peuvent être en Europe, par exemple, avec des collaborations envisagées d'ailleurs de part et d'autre de nos régions respectives. Alors, je ferai deux types de distinctions. D'abord entre les thèmes de recherche traditionnels et à bien des égards encore tout à fait importants et fondamentaux. Je pense que nous avons une réflexion à poursuivre sur l'évolution des systèmes financiers qui n'arrêtent pas d'évoluer pour s'adapter à l'environnement, l'environnement local, l'environnement international. Et je pense que ça implique, par exemple, de travailler sur ce que j'appellerais l'évolution notamment des structures de financement dans nos économies, c'est-à-dire les différents types de financement et leurs places respectives par rapport aux agents économiques comme les entreprises, comme l'État ou les particuliers. Et là, il y a vraiment tout un travail à faire. Par exemple, en Europe et en France en particulier, nous avons eu des transformations spectaculaires au sens où nous avions essentiellement une finance bancaire qui était ultra dominante, disons dans les années 80-90, et puis progressivement un poids croissant de ce qu'on appelle la finance de marché, donc le poids de la bourse, le poids des financements obligataires, on parlait d'actions, etc. Et quand on regarde les structures de financement des entreprises, surtout les plus grandes, mais aussi les petites et moyennes entreprises, on s'aperçoit que les canaux de financement ont considérablement évolué, qu'il y a eu des innovations majeures qui ont permis cela. Alors ici, je pense que vous êtes aussi dans un cadre qui évolue forcément, et donc on peut se poser la question, c'est une des questions à mon avis de la recherche, c'est comment évoluent et comment sont susceptibles d'évoluer les structures de financement, avec la part des différents canaux de financement, et aussi les formes d'intermédiation financière. Donc l'intermédiation financière, je fais partie de ceux qui croient qu'on ne peut pas se passer d'intermédiaires financiers, quels qu'ils soient, que ce soit des banques, que ce soit des investisseurs. Le marché tout seul ne peut pas arriver à canaliser les financements, il a besoin d'intermédiaires. Et donc la question, c'est quels sont ces intermédiaires et quel est leur poids respectif. Donc je pense qu'ici, dans la région, évidemment, vous avez encore une domination écrasante, et c'est tout à fait normal, de la finance bancaire, mais même la finance bancaire elle-même évolue. D'accord ? Et donc je crois que c'est des pistes de recherche intéressantes que de regarder comment évolue aujourd'hui l'intermédiation bancaire, ses différentes formes, comment elle parvient ou ne parvient pas à satisfaire les besoins locaux. Tout à l'heure, avant la conférence, là, on parlait justement du financement des PME, petites et moyennes entreprises, et des difficultés que peuvent avoir ici, localement, les petites et moyennes entreprises à trouver des financements qui sont adaptés à leurs besoins, à leurs caractéristiques, à leurs risques. Et là, ça veut dire qu'il y a besoin d'une intervention à la fois d'acteurs publics et d'acteurs privés pour favoriser ce type de financement. C'est absolument essentiel. Alors ça, c'est un premier sujet, disons traditionnel. Un autre sujet sur lequel je suis amené à travailler, enfin deux autres sujets sur lesquels je suis amené à travailler personnellement, plus particulièrement dans la période récente, c'est le rôle des banques centrales. Dans nos pays respectifs, dans nos régions respectives,
les banques centrales sont des acteurs majeurs et sont même devenus des acteurs de plus en plus importants, à la fois pour conduire la politique monétaire et les politiques de financement dans l'économie, par exemple la politique des taux d'intérêt, et aussi comme régulateurs, comme acteurs en charge de la régulation et de la supervision. Et donc je pense que là aussi il y a un champ de recherche tout à fait important sur les banques centrales. Et d'ailleurs je suis demandeur d'éventuelles coopérations parce que vous verrez à ma conférence de samedi qui est sur les banques centrales que je le dirais, je suis surtout compétent pour parler des banques centrales des pays dits avancés, États-Unis, Europe, Japon, etc. Par contre, il est intéressant aussi de regarder comment évoluent les banques centrales de la région ici. Et là, il y a des comparaisons à faire, il y a des évolutions parallèles, mais aussi des différences qu'il serait intéressant dans un programme de recherche peut-être de faire. Pour des étudiants, ça peut être un programme pour des mémoires, pour des thèses. Il y a des choses, je crois, à voir. Et je reviendrai sur d'autres sujets qui concernent les banques centrales tout à l'heure, et je le ferai aussi dans ma conférence de samedi. L'autre sujet fondamental et qui n'est pas nouveau, sur lequel je crois qu'il faut travailler, c'est sur la question de la monnaie et, disons, des unions monétaires. Puisque ici, en Europe, nous avons construit une union monétaire, économique et monétaire, la zone euro, qui existe maintenant depuis 20 ans, créée en 1999, et qui, de mon point de vue, ne marche pas si bien que ça. On l'a vu au moment de la crise, on a vu que l'euro était en difficulté, et encore aujourd'hui, cette union monétaire est incomplète de mon point de vue, puisque en fait c'est une union économique et monétaire, et nous avons construit uniquement l'union monétaire et pas l'union économique, et ce défaut, cette incomplétude, eh bien, fait que nous avons un problème aujourd'hui de fonctionnement de l'euro. Bon. Vous allez peut-être demain, je dis peut-être, peut-être décider de modifier les relations que le franc CFA a avec l'euro, ce qui va poser pour vous des questions localement, vers quel type d'organisation monétaire locale vous allez vous acheminer. Il y a des points de vue différents qui s'expriment, et donc je pense que là, il y a un sujet de recherche très intéressant. Il y a déjà des travaux, mais je pense que en prenant en compte à la fois les spécificités de la région et l'expérience d'autres unions monétaires passées, la nôtre, mais dans le passé, il y en a eu d'autres, eh bien, il y a des travaux intéressants à mener sur ce qu'on entend par une union monétaire, des coopérations monétaires locales, régionales. Il y a des formes tout à fait différentes qui peuvent être prises, sans aller jusqu'à la monnaie unique, monnaie commune, par exemple. Voilà. Et donc, je pense que ça, c'est aussi un axe de recherche tout à fait intéressant. Je pense que les chercheurs ont besoin de travailler sur ces domaines pour éclairer l'opinion publique, pour éclairer les décideurs à partir de leurs travaux théoriques ou appliqués. Donc voilà les domaines que je définirais comme les domaines de recherche, disons, traditionnels et fondamentaux, qui me paraissent aujourd'hui porteurs, intéressants et correspondre aussi à des besoins en matière d'avancée de la réflexion théorique et appliquée. Alors pour ce qui concerne ce que j'appellerais des sujets émergents, les sujets nouveaux, Pape Diallo a commencé déjà à indiquer d'ailleurs les têtes de chapitre sur lesquelles je crois que la recherche peut avancer, sur lesquelles personnellement d'ailleurs je cherche à travailler de mon côté aussi, en tant qu'économiste, mais aussi en tant que, comme l'a dit le professeur Cassé, je suis aussi un intellectuel engagé, c'est-à-dire j'essaye d'être un universitaire, un chercheur, mais de toujours garder le contact avec les réalités économiques, sociales, financières de mon pays ou de ma région, et même du monde entier, dans le contexte de la globalisation financière. Et là, vous avez évoqué trois domaines. Je crois que ces trois domaines sont vraiment très importants aujourd'hui pour les chercheurs. Le premier domaine, c'est la question de la transition énergétique et de l'adaptation de la finance aux nouvelles exigences, notamment face à la question, par exemple, du dérèglement climatique. Je pense que là, il y a tout un axe de recherche nouveau qui est tout à fait important de développer localement, ici, mais aussi à l'échelle internationale. Ça pose la question, par exemple, de financement innovant, de nouvelles formes de financement adaptées aux besoins liés à la transition. Par exemple, la question des énergies renouvelables.
par opposition aux énergies fossiles qui sont émettrices de gaz à effet de serre et donc qui dérèglent le climat. Donc comment trouver les moyens de financement, localement ou internationalement, pour pouvoir développer ces types de financement. Dans le cadre des conférences internationales, comme les COP, là la COP 25 est en train de se réunir en ce moment à Madrid, mais il y a eu la COP 21 par exemple en 2015 en France, c'est les conférences internationales sur le climat. Eh bien, il y a des décisions qui ont été prises, notamment la création par exemple d'un fonds vert pour aller aider au financement des pays en développement. Et tout ça, ce n'est pas de la charité, c'est au contraire le fait que nous avons, nous, dans les pays avancés, une dette écologique très importante par rapport aux pays en développement, à savoir que la pollution et les difficultés climatiques sont liées très largement aux activités extrêmement polluantes, souvent, qui ont été développées dans les pays dits avancés et qui ont causé aujourd'hui des problèmes de dérèglement climatique et donc la pollution n'ayant pas de frontières, eh bien, qui se répercute notamment dans des zones comme ici. Et donc là, il y a tout un travail à faire pour réfléchir sur quels sont les modes de financement adaptés pour permettre aux pays de la région, par exemple, eh bien, de profiter de ces financements et quel type de financement il serait intéressant de développer. Voilà. Alors il y a des tas de pistes possibles à explorer. Je pense que ça peut faire l'objet d'une réflexion commune. Pour ma part, une des conclusions à laquelle je suis arrivé avec des collègues, c'est que aujourd'hui, le système financier tel qu'il fonctionne, et quand je dis le système financier, à la fois la finance bancaire et la finance de marché, n'est pas en mesure d'apporter des financements toujours adaptés aux besoins de la transition, et notamment ce qu'on appelle les financements de long terme. Il y a un gouverneur de la Banque d'Angleterre, qui aujourd'hui préside le Conseil de stabilité financière au niveau international, qui s'appelle Mark Carney, qui est un Canadien, qui est quelqu'un de très influent et qui a une grande intelligence, à la fois en tant que professionnel, mais aussi qui comprend bien les problèmes économiques et financiers fondamentaux, qui a parlé de la tragédie des horizons, ou tragédie de l'horizon. À savoir que les acteurs financiers aujourd'hui ont un horizon borné dans le temps, la plupart du temps, c'est-à-dire raisonnent à court, moyen terme, mais ne sont pas en mesure, compte tenu des structures de marché, compte tenu des exigences aussi de leur clientèle, eh bien, de travailler sur un horizon long, moyen et long terme. Et donc ça pose la question, quel type d'intermédiation de long terme peut-on développer? Alors vous avez ici une banque de développement public, nous en avons une en France, il y en a une à l'échelle européenne, qui est la Banque européenne d'investissement. Beaucoup de pays dans le monde en ont. Le problème, c'est que ces banques n'ont peut-être pas les moyens, ne sont pas complètement encore adaptées à ces nouvelles exigences. Donc voilà une forme d'intermédiation qui me paraît importante, c'est ces banques de développement qui devraient prendre de l'importance et aussi se mettre en réseau, travailler ensemble pour favoriser les financements internationaux, par exemple, concernant la question de la transition. Les banques centrales aussi doivent s'adapter. C'est d'ailleurs un des points que j'aborderai dans ma conférence de samedi. Je pense qu'un des défis actuels des banques centrales, c'est de s'adapter aux défis posés par la transition et notamment par la crise climatique. Parce que la crise climatique amène de nouveaux risques dans l'économie, des risques notamment financiers, et que les banques centrales, en tant que superviseurs des risques et de la régulation, eh bien, doivent s'attaquer, et elles le font d'ailleurs déjà, mais à cette question de la régulation prudentielle, par exemple, en l'adaptant, comme on dit, en la verdissant, c'est-à-dire en incorporant des préoccupations de nature écologique et climatique dans leurs objectifs. Voilà. Donc ça, c'est un des points sur lesquels aussi il est intéressant de travailler, c'est comment les banques centrales, comment la banque centrale ici de la région, la BCEAO par exemple, peut s'adapter. Elle le fait sans doute déjà, mais en collaboration avec d'autres banques centrales comme la BCE par exemple. Alors, un deuxième sujet, c'est la digitalisation. La révolution numérique qui, comme vous le savez, bouleverse totalement
nos systèmes financiers, ou sont en train d'eux, parce qu'on n'en est qu'au début. Et là, il y a vraiment des travaux à mener, de recherche, sur l'impact de la digitalisation sur l'intermédiation bancaire, la déstabilisation éventuellement des banques par cela, les nouvelles opportunités aussi que ça peut créer pour de nouveaux acteurs entrants, qu'on appelle quelquefois les néobanques. Voilà. Et là, je pense qu'il y a un travail à faire. Je pense qu'en plus, dans la région, la question du numérique se pose d'une manière intéressante et importante. Quand on voit le positionnement de banques comme Orange Mobile, par exemple, qu'est-ce que ça implique sur le fonctionnement du système bancaire, du système de paiement, et est-ce qu'il faut réguler d'une manière différente, probablement, pour éviter les incidents. Et là, il y a quelque chose à faire, je pense, en tant que chercheur, sur cette question de l'évolution, de l'intermédiation des systèmes de paiement à la suite de cette révolution numérique. Voilà. Et puis, le dernier sujet que vous avez mentionné, Pape Diallo, c'est en effet la question d'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire que nous sommes dans des sociétés, qu'il s'agisse d'ici ou de l'Europe, par exemple, ou d'autres régions du monde, où on constate d'abord une montée des inégalités, on constate une montée de la pauvreté, on constate qu'une partie importante de la population ou des entreprises ont du mal à accéder à des financements. Eh bien, travaillons sur ce sujet-là pour étudier ce qui se passe déjà, comment fonctionnent par exemple les microcrédits, comment fonctionnent les acteurs spécialisés dans l'innovation sociale, et pour essayer de voir quelles sont les formes d'intermédiation, les formes de financement qui pourraient être adaptées dans ce domaine. Comment financer par exemple l'artisanat, financer les PME, les petites entreprises, comment financer les coopératives. Là, il y a vraiment un champ de recherche tout à fait important, et je crois qu'il faut parvenir à développer encore plus qu'on l'a fait jusqu'ici. Voilà les différents domaines. Pour vous donner un peu mon cas, vous citez mon cas personnellement, moi je travaille surtout en ce moment sur la transition, et en France nous avons des structures qu'on appelle des chaires, c'est-à-dire une chaire, dans ce cas-là, c'est une structure qui va rassembler des universitaires, donc des chercheurs, mais aussi des professionnels, et aussi des autorités de régulation. Et cette chaire est financée notamment par les entreprises comme EDF, comme Air Liquide, mais aussi comme la Caisse des dépôts et conciliations, qui est un des intermédiaires publics les plus importants en France. Et on essaie de travailler ensemble justement sur cette question de la transition. Elle s'appelle cette chaire énergie et prospérité. C'est-à-dire comment réussir la transition énergétique pour pouvoir satisfaire les besoins en énergie sans hypothéquer l'avenir de la planète et des générations futures. Et voilà. Et donc, je pense que ici, c'est le genre de choses que vous devez déjà faire. Et je disais à Pape Diallo que dans le cadre des séminaires qui se développent ici sous l'égide de l'ISF, ça peut être une chose intéressante à faire. C'est d'organiser des séminaires où non seulement des chercheurs vont discuter entre eux des travaux de recherche, mais à certains moments aussi de faire venir des professionnels, voire des régulateurs, pour essayer de discuter avec eux sur comment adapter le système des financements, les régulations, pour satisfaire les besoins de l'économie sur le plan social, mais aussi sur le plan de la transition. Voilà un petit peu les sujets. Donc vous voyez, en fait, je pense que nous avons des sujets communs, d'intérêt commun très importants en ce qui concerne ici les besoins de la recherche, les pistes à explorer, et aussi en Europe en particulier ou dans d'autres régions. Et ce qui serait intéressant, évidemment, c'est de développer des coopérations, de trouver des moyens à définir, quelquefois avec l'aide des universités, mais aussi avec l'aide des pouvoirs publics, pour pouvoir développer des structures, des formes d'organisation qui permettraient de favoriser la recherche commune. Une des pistes que je vois, mais malheureusement on sait que ce n'est pas toujours facile à organiser, c'est d'avoir des co-tutelles de thèses, par exemple, des thèses qui peuvent être dirigées, qui peuvent être menées à la fois sous l'égide d'une institution ici, dans ce pays ou dans cette région, et d'institutions universitaires
en Europe, en France notamment. Donc c'est le genre de choses qui serait intéressant de pouvoir mener en ayant des sujets de thèse qui justement permettent des comparaisons et permettent de travailler sur les sujets d'intérêt commun dans nos deux régions. Voilà, c'est des pistes. Alors je sais que ce n'est pas facile, que les crédits universitaires se font rares. Ici, et croyez-moi, en Europe, c'est pas très bon. Le CNRS est en train de fêter son anniversaire, le 50e anniversaire, et un des bilans, c'est que les crédits manquent terriblement pour la recherche en France, ce qui explique pourquoi d'ailleurs certains de nos meilleurs chercheurs s'expatrient, vont par exemple aux États-Unis, où les crédits universitaires sont un peu plus nombreux. Voilà, donc c'est un problème que nous avons aussi, mais bon, malgré cette rareté, ces difficultés, je crois qu'on peut envisager des coopérations. Voilà, je ne veux pas parler trop longtemps, je vais m'arrêter là, et puis pour que nous ayons un échange entre nous, que vous puissiez répondre aux questions que vous auriez. Est-ce que je peux vous redonner la parole? Merci beaucoup. Je crois que la thématique est bien posée. Évidemment, il y a un certain nombre de problèmes qui nous sont communs et sur lesquels, malheureusement, la recherche est extrêmement très faible. Quand on regarde aujourd'hui, comme l'a dit Plion, l'évolution des banques centrales, mais je regarde les thèses, je regarde les mémoires, absolument pas de recherche profonde. Au moment où on veut se débarrasser précisément de la banque centrale qu'on a, personne ne sait comment ça fonctionne, quelles sont ses limites, etc. Alors, est-ce que cette banque centrale, comment elle gère le taux d'intérêt, comment elle supervise le risque, une fois encore, et comment elle opère la régulation? Jusque-là, je ne vois pas encore des recherches extrêmement très profondes. Je me rappelle, dans cette salle, à un moment, nous avions organisé une conférence et je soulignais le même problème. Je disais en fait, c'était l'époque où évidemment il y a eu, justement, c'est le deuxième point que je voudrais simplement rappeler, quand aujourd'hui regardez la recherche sur le franc CFA, en réalité, les recherches sont extrêmement très faibles. Si vous écoutez tout ce qui se dit sur cette question, ce qui se dit, ce qui se dédie, on a complètement l'impression qu'on n'a pas trop cherché. Quelles sont les failles du CFA? En la réformant, qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les mécanismes réformables? Et pourtant, la réflexion que moi-même j'avais lancée il y a maintenant une quinzaine d'années, j'avais dit, au fond, il faudrait qu'on trouve précisément des réformes adaptatives du CFA, mais en fonction de ce que nous-mêmes nous voulons faire, les fonctions que nous voulons donner à la nouvelle monnaie. Mais chaque fois, on dit, ah oui, la CEDEAO va faire effectivement sa monnaie et ça va être l'occasion de faire disparaître précisément le CFA. Mais on ne se pose même pas la question de savoir précisément où en est le programme, le programme de monnaie commune au niveau de la CEDEAO. Personne ne sait. Et pourtant, c'est un Sénégalais qui a dirigé l'institution, la MAO, pendant au moins 5-6 ans. Si vous demandez aujourd'hui aux gens, qu'est-ce qui retarde? Qu'est-ce qui fait en fait qu'on a d'énormes retards dans le mécanisme de surveillance multilatérale de la CEDEAO? Personne n'en parle. Le niveau des convergences de premier rang, de second rang, etc., comme ça a été effectivement analysé, vous n'avez que très peu de recherches. D'après ce que j'ai vu, peut-être il y a eu Bamba Abdul-Gadiri, qui paix à son âme, qui au dernier moment s'est intéressé à la chose. Mais si vous prenez les discussions sur la question, on a l'impression qu'on ne va pas au-delà de Mundell. Alors sur les zones monétaires optimales. Alors des choses qui en réalité semblent précisément être des visions planétaires par rapport précisément
aux problèmes avec lesquels nous sommes confrontés. Deuxièmement, sur ce point-là, deuxième sous-point, j'allais dire, au fond, le projet de la ZMAO, n'est-ce pas, où est-ce que ça en est? On avait prévu 98, on avait dit ensuite 2004, on a dit 2020, et je suis sûr que ce sera un serpent de mer, parce que jusqu'à présent, cette zone de la ZMAO, n'est-ce pas, reste problématique. Et même un peu chez les anglophones quand même. Quand j'étais au Ghana, on a eu à discuter, je crois que c'était une conférence de la CEDEAO, que la CEDEAO avait organisée à Accra. Les réflexions étaient plus avancées. Mais quand on regarde au niveau francophone, comment on va dissoudre le CFA dans la zone monétaire, précisément. C'est-à-dire, au départ, le schéma, c'était que nous allons avoir d'abord une zone structurée, qui est la zone franc, et une autre zone qui est en voie de structuration absolument très lente. Alors, et maintenant, comment on passe de l'une à l'autre, n'est-ce pas? Je pense à un moment où on a ouvert quelques discussions sur ces questions-là, je crois que c'était à Bamako, et c'était à l'université, et quelques idées ont été échangées. La recherche n'a pas suivi. Et pourtant, vous avez des proclamations sur le CFA qui sont quelque chose d'extraordinaire. Je pense que c'est vous qui devez maintenant. Ce sont les chercheurs, les jeunes chercheurs, qui doivent départager précisément, qui doivent indiquer les orientations que les décideurs vont prendre. Ce n'est pas un président de la République qui va vous dire effectivement ce qu'il faut faire en la matière. Ce n'est pas son rôle. Ce n'est même pas au ministre de le faire, mais en fait, les chercheurs sont là quand même pour, comme l'a dit tout à l'heure Plion, à baliser en quelque sorte les grandes thématiques de la finance actuelle. Et enfin, le dernier problème, peut-être très probablement dans le débat tout à l'heure, le problème du financement de la PME. Mais de manière générale, le problème du crédit pour les PME. J'ai essayé d'en parler un tout petit peu dans mon dernier ouvrage. C'est insuffisant d'ailleurs quand je relis ce qui a été dit et fait. Je me dis au fond, comme l'a souligné tout à l'heure Lyon, il y a d'énormes problèmes. Vous trouverez dans la recherche les déterminants de l'investissement. Vous trouverez 1000 textes sur les déterminants de l'investissement, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est comment se fait effectivement le crédit, quels sont les risques, n'est-ce pas? Et comment la banque assume les risques. Et le superviseur bancaire, que doit-il faire? Quel comportement il doit avoir? Et quels sont les comportements des taux d'intérêt? Vous ne trouverez pas dans la recherche des sujets assez pertinents sur ces questions-là qui nous interpellent tous les jours. Alors, moralité, les débats qu'on a sont des débats d'une pauvreté extraordinaire. Quand j'écoute les gens parler de l'argent froid, maintenant, autrefois j'en riais, mais maintenant je ferme carrément, parce que je me dis au fond, qui sait de quoi il parle? J'ai l'impression que les gens font des déclarations sur lesquelles ils n'ont absolument aucune connaissance très précise. Alors voilà donc l'invitation à laquelle, évidemment, les plions nous imposent. Je suis moi-même en train, dans mes recherches actuelles, de voir quelque chose de plus compliqué. C'est peut-être l'économie solidaire qui va me donner les réponses. De voir les risques, pas les risques, mais de voir précisément quels sont les défis que
les politiques de développement durable posent, ou en tout cas quels sont les défis que le social pose à l'économique de manière générale. Évidemment, entre les deux, il y a l'intermédiation financière qui reste précisément le nœud vital. Alors, ceci m'a amené à revoir exactement tout ce qui se fait, sur tout ce qui s'écrit sur les inégalités, sur la pauvreté, sur le développement durable, etc. etc. Et comment la finance peut suivre et quel rapport entre la finance et le niveau de croissance. Voilà des problèmes qui sont des problèmes extrêmement importants et qui nous interpellent au quotidien et sur lesquels il faudrait que quand même les chercheurs prennent conscience de ça, de ces problématiques-là et apportent les réponses les plus techniques possibles. Mais sinon, nous resterons encore dans des espèces de clair-obscur, des débats qui sont plus des débats sentimentaux, où chacun exprime soit une position politique, soit effectivement simplement peut-être une émotion. Maintenant, je vois qu'il y a un de mes amis qui développe beaucoup l'économie des émotions. Mais on est presque dans ce cadre-là. C'est plus de l'émotion que véritablement, comme l'a dit Plion, une recherche scientifique, véritablement pour éclairer le décideur et l'informer. D'autant plus que, mais ça va vite, ça va très vite. Les moyens financiers, l'intermédiation financière, le numérique, nous apporte des réponses extrêmement très rapides. Finalement, on va se demander à quoi allons-nous servir si effectivement avec l'intelligence artificielle, comme le disait Pape Diallo hier, l'intelligence artificielle va nous donner effectivement des conseillers qui peut-être ne se trompent pas du tout parce qu'on a emmagasiné des centaines de milliers d'informations et qui peuvent effectivement donner des pistes plus crédibles, n'est-ce pas? À partir de ce moment, vous dites, interrogez-vous, qu'est-ce que nous allons devenir, les chercheurs? Alors, probablement, il y a certains métiers qui vont disparaître, mais il ne faut pas oublier que les nôtres aussi seront sérieusement affectés. Voilà, maintenant, je pense qu'on a assez mis d'éléments dans le panier, dans la corbeille, et pour ouvrir le débat, pour échanger un tout petit peu sur ce qui a été dit, etc.